John Pierce n'a jamais cru aux coïncidences. À 42 ans, il dirigeait Pierce Security Solutions, la société de sécurité privée la plus avancée du nord-est des États-Unis. L'entreprise se spécialisait dans la protection de personnes hautement exposées, diplomates, magnats de la tech, célébrités, tous ceux qui pouvaient se permettre de payer ses services haut de gamme. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. La réputation de John reposait sur deux principes fondamentaux, une loyauté absolue, et une vengeance implacable en cas de trahison. Son bureau dominait le port de Boston depuis le 47e étage. La pluie battait contre les vitres lorsque John passait en revue les derniers protocoles de sécurité. Le téléphone sonna. Sa ligne personnelle. Seules 3 personnes connaissaient ce numéro. Pierce, répondit-il sèchement. Monsieur Pierce, ici le détective Rodriguez. Sur ma ligne privée? Il y a eu un incident à l'école de vos enfants. Nous avons besoin que vous veniez immédiatement. 20 minutes plus tard, John arpentait d'un pas rapide les couloirs de la Bacon Academy, son manteau noir encore mouillé de pluie. Le directeur Wallace l'attendait près de l'infirmerie, tordant nerveusement ses mains. Monsieur Pierce, je vous assure que ce genre de choses n'arrive jamais dans notre. Où est ma fille? Coupa John, sa voix tranchante comme la glace. Le directeur l'emmena dans une petite pièce où Lucy, 6 ans, était assise sur une table d'examen. Ses cheveux blonds fraises étaient collés par du sang séché. Un garçon, le bras dans une attelle, pleurait de l'autre côté de la pièce, pendant que sa mère le couvrait d'attention. Le directeur expliqua, mal à l'aise. L'autre garçon a insulté Lucy, à propos de sa mère. Les choses ont dégénéré. Madame Donnelly affirme que Lucy a commencé. Dites à Rodriguez que je veux les images de surveillance, ordonna John sans même un regard pour le directeur. Il se tourna vers sa fille. Les yeux verts de Lucy croisèrent les siens, sans ciller. Qu'est-ce qu'il a dit? Demanda John. Il a dit que, maman est un vilain mot. Qu'elle dort avec plein d'hommes. La voix de Lucy était calme, mais ses petits poings serrés trahissaient sa colère. Je lui ai dit de se taire. Il m'a poussé. Je l'ai repoussé. Il a pleuré et menti. Une fierté brûlante monta dans la poitrine de John. Lucy avait son feu. Son refus d'être intimidée. Il posa une main sur son épaule. Tu as bien agi. Madame Donnelly s'avança, le visage rouge d'indignation. Comment osez-vous encourager ce comportement? Votre fille a cassé le bras de Timothy. John la fixa droit dans les yeux. Elle recula d'un pas, malgré elle. Votre fils va apprendre aujourd'hui que les mots ont des conséquences. Considérez son bras comme une leçon peu coûteuse. Ce soir-là, John rentra chez lui, dans leur maison en grès rouge à Bacon Hill. Une véritable forteresse de 3 étages, mêlant briques et fer, équipée des systèmes de sécurité les plus modernes sa propre conception. En entrant, il entendit de la musique classique venant du salon. Margaret, sa femme depuis 12 ans, était assise avec un verre de Pinot Grigio. Sa chevelure auburn tombait gracieusement sur les épaules de son chemisier de soie. « Comment va Lucy » demanda-t-elle sans se retourner. « Elle ira bien. Elle s'est comportée comme une vraie Pierce. » Les lèvres de Margaret se pincèrent, à peine perceptiblement. « J'ai entendu parler de l'incident. »« Vraiment ? Tu aurais préféré que je sois plus diplomate avec Madame Donnelly ? Son mari siège peut-être au conseil d'administration de l'école, mais je me fiche qu'il soit assis sur le trône d'Angleterre. Personne ne parle de ma famille comme ça. » Ta famille, répondit Margaret en se retournant enfin. Ses yeux bleus étaient glacés. Parfois, je me demande si tu te souviens que j'en fais partie aussi. John se servit un scotch, observant sa femme. Ils s'étaient rencontrés à une époque où elle était une jeune conservatrice d'art sans le sou, et lui venait de fonder Pierce Security. Ce qui l'avait séduit chez elle, son élégance, son aisance sociale, tout ce qui lui avait manqué dans son enfance rude à South Boston. 12 ans et 2 enfants plus tard, il se demandait s'il n'avait pas confondu charme et calcul. J'allais oublier, dit Margaret en se levant. Le mariage de ma sœur Victoria a lieu le week-end prochain, au chalet familial dans les Birkers.
John hocha la tête distraitement. Victoria Coleman, la jeune sœur de Margaret, épousait un banquier d'investissement que John n'avait jamais rencontré. Les Coleman possédaient une vieille fortune du genre qui murmure plutôt que de crier et n'avaient jamais vraiment approuvé que Margaret épouse un simple entrepreneur en sécurité. « Tu pourras te libérer du travail ?» demanda Margaret. « Je vais essayer. » La semaine suivante passa dans un flou de réunions et de contrats. Pierce Security venait de décrocher un contrat majeur, protéger la famille Admi, milliardaires africains dans les télécommunications, vivant désormais sous la menace constante d'enlèvement. John s'immergea dans le travail, à peine conscient des absences répétées de Margaret, ou de son soudain regain d'intérêt pour son apparence. Vendredi soir, il rentra à la maison et trouva Margaret dans la chambre principale, en train de faire sa valise. Elle portait une robe qu'il ne reconnaissait pas, de la soie verte foncée, moulante et élégante. « Tu pars déjà ?» demanda John en regardant sa montre. « La cérémonie n'est que demain après-midi. Victoria a besoin d'aide pour les préparatifs de dernière minute. Je prendrai Lucy avec moi. Tu pourras venir demain matin avec William. » Margaret ferma sa valise avec une vigueur inutile. « En supposant que tu puisses te détacher du travail. » John observa le reflet de sa femme dans le miroir. Quelque chose clochait. Le timing. Son attitude. Sa façon d'éviter son regard. Mais il écarta cette pensée. La paranoïa faisait partie du métier. « Bon voyage », dit-il simplement. Après le départ de Margaret et Lucy dans une voiture avec chauffeur, John passa la soirée à visionner les images de sécurité de la propriété des Admi. Vers minuit, il monta se coucher. En passant, il jeta un œil à William, 12 ans, absorbé dans une bande dessinée. Extinction des feux dans 30 minutes, champion. « Papa » dit William en levant les yeux. « Tu trouves pas que maman agit bizarrement ?» John s'arrêta. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je sais pas, elle est différente. Comme si elle cachait quelque chose. » La vérité sort de la bouche des enfants, pensa John. Les adultes sont compliqués parfois. Ne t'en fais pas, dit-il en ébouriffant les cheveux de son fils. Puis il se retira dans sa chambre vide, où le sommeil le fuyait. Les heures s'écoulèrent, et finalement, l'épuisement l'emporta. Chapitre 2, l'avertissement. John se réveilla en sentant sa fille se glisser dans son lit. L'horloge numérique indiquait 2h14 du matin. « Papa » murmura Lucy, son petit corps tremblant. « Il faut qu'on parte, maintenant. » Instantanément en alerte, John se redressa. « Qu'est-ce qu'il se passe, ma chérie ?» Des larmes coulaient sur le visage de Lucy. « Maman a changé les serrures hier. Elle a dit qu'on serait orphelin au matin. » Un frisson glacial parcourut les veines de John. « Lucy, qu'est-ce qu'elle a dit exactement ?» Elle était au téléphone, dans sa salle de bain. « J'ai entendu, d'ici le matin, ils auront tous disparu. » La voix de Lucy se brisa. Elle a dit de s'assurer que le gaz était au maximum et que toutes les portes soient bien verrouillées. L'instinct de survie de John prit le relais. Il bondit hors du lit et se précipita vers la porte. La poignée refusa de tourner. Il essaya les fenêtres de la chambre, scellées de l'extérieur. La suite parentale, autrefois son refuge sécurisé, était devenue sa prison. « Reste calme, ma puce », dit-il à Lucy, même si son propre cœur battait à tout rompre. Une légère odeur de gaz lui chatouilla les narines. Son téléphone était posé sur la table de nuit. Il tenta de composer le 911. Aucun signal. Brouilleur de fréquence, réalisa-t-il. Margaret avait pensé à tout. Réfléchit. Il se dirigea vers sa commode, sortant le kit d'urgence dissimulé dans un faux fond, crochet de serrurier, coupe-vert, amplificateur de signal portable, les outils de son métier. Tandis qu'il s'attaquait au mécanisme de la porte, Lucy restait blottie sur le lit, agrippant son lapin en peluche. « Papa, j'ai peur. »« Je sais, ma chérie. Mais tout ira bien. » Le loquet céda. John ouvrit prudemment la porte, tendant l'oreille. Silence absolu, hormis le sifflement lointain du gaz. Il se glissa jusqu'à la chambre de William.
Elle aussi verrouillait de l'extérieur, une précaution qu'il avait lui-même mise en place. Elle se retourna maintenant contre lui. Il crocheta la serrure rapidement et trouva son fils profondément endormi. Exercice d'urgence. En action, souffla John. Des années d'entraînement portèrent leurs fruits. William se leva, alerte, prêt. John réunit les enfants et les guida jusqu'à l'escalier principal, bloqué par une grille de sécurité. Encore une de ses propres installations. La sonnette retentit. John se figea. À 2h30 du matin, il n'y avait qu'une seule raison pour une visite. « Restez derrière moi », ordonna-t-il. Il se rendit au panneau de contrôle de la porte d'entrée et activa la caméra extérieure. 2 hommes en vêtements sombres se tenaient sur le perron, visage masqué. Grâce à l'audio amplifié, il entendit l'un d'eux parler dans une radio. Cible à neutraliser. Entrons pour confirmation. Tout s'éclaira. Margaret n'était jamais allée au mariage de sa sœur. Tout ceci n'était qu'un plan complexe pour l'assassiner, lui et ses enfants. Et ces hommes étaient là pour s'assurer que le travail soit fait. John réfléchit à toute vitesse. Le système de sécurité de la maison était conçu pour empêcher les intrusions, pas pour retenir les occupants. Margaret avait eu de l'aide. Quelqu'un qui connaissait le système. Quelqu'un qui connaissait ses habitudes. Ses faiblesses. « Papa », murmura Lucie. « Qu'est-ce qu'on fait ?» John esquissa un sourire glacial. « On survit, et ensuite, on leur fait payer. » Il conduisit les enfants jusqu'à la cuisine, là où il avait discrètement installé une sortie secondaire, un tunnel menant à la cave à vin d'un bâtiment voisin abandonné. Une assurance contre ce genre de scénario. Ils rampèrent à travers le passage. Une explosion fit trembler la maison derrière eux. Les hommes avaient déclenché le gaz. John protégea ses enfants de son corps, sentant la chaleur de l'explosion dans son dos. Ils émergèrent dans la cave à vin poussiéreuse, toussant, recouverts de suie. John utilisa son téléphone de secours pour appeler à l'aide, puis serra ses enfants dans ses bras. « Maman a essayé de nous tuer », dit William, d'une voix vide. « Oui », confirma John. Il ne leur mentirait pas. Mais elle a échoué. Et ça, c'est sa première erreur. Chapitre 3, le mort qui marche. La maison des Pierce brûla toute la nuit. Les camions de pompiers et les voitures de police illuminaient Beacon-Hill de leurs gyrophares. John observait depuis l'autre côté de la rue, ses enfants enroulés dans des couvertures données par les secours. Pour le monde, la famille Pierce avait péri dans un tragique accident. Mais John avait d'autres plans. Le détective Rodriguez, le même qui avait appelé après l'incident de Lucie, s'approcha, le visage empreint de compassion. « Monsieur Pierce, je suis vraiment désolé. Nous pensions que l'appel au 911 provenait de votre système de sécurité, à propos d'une fuite de gaz. On est arrivé trop tard. » « Vous avez reçu un appel au 911 ?» demanda John avec prudence. « Automatisé. Votre système a envoyé une alerte à 2h45. » Parfait. Quelqu'un avait programmé son propre système pour créer un alibi. John enregistra l'information mentalement. « Détective, j'ai besoin d'un service, dit-il calmement. J'ai besoin que le monde croie que nous sommes morts dans cet incendie. » Les yeux de Rodriguez s'écarquillèrent. « Monsieur, c'est... Pensez Y. Quelqu'un a tenté de tuer toute ma famille cette nuit. Quelqu'un avec un accès interne à mes systèmes. Tant que je ne sais pas qui, mes enfants ne sont pas en sécurité. » Le détective fixa John, puis hocha lentement la tête. « Donnez-moi 1 heure. » À l'aube, l'histoire était en place, la famille Pierce, victime d'une fuite de gaz et d'une explosion, corps trop calciné pour être identifiable. Une tragédie qui bouleverserait l'élite de Boston, et le monde de la sécurité privée. John emmena ses enfants dans une planque, un appartement qu'il possédait sous un faux nom, prévu précisément pour ce genre de circonstances. Tandis que William et Lucie dormaient, épuisés par l'épreuve, John commença à activer ses contacts. Premier appel. Raymond Delgado. Son chef des opérations. Un des rares hommes en qui il avait une confiance absolue. « Patron, Dieu merci tu es en vie », dit Raymond, la voix chargée d'émotion.
Avec les infos, on a cru. Laisse le monde le croire. Quelqu'un a voulu nous effacer, Ray. Il faut que tu trouves qui. D'où on commence? Margaret. Ses appels. Ses comptes bancaires. Ses déplacements. Et découvrez le mariage de cette sœur dans la maison de campagne des Coleman. Lors du deuxième appel de John, il a contacté un vieil ami de ses jours d'agent, Tommy Russo, désormais détective privé avec une éthique douteuse mais une loyauté absolue envers John. J'ai besoin que tu dises à quelqu'un, dit John. Margaret Pierce, elle pense être veuve. Le rire graveleux de Tommy résonna à travers le téléphone. Ce qui est drôle avec les veuves, Johnny, c'est qu'elles révèlent rapidement leur véritable nature. Les informations affluèrent au cours des 3 jours suivants. Margaret s'était effectivement rendue à la maison des Coleman, mais il n'y avait pas eu de mariage. À la place, elle avait rencontré Vincent Caldwell, un jeune architecte que John n'avait jamais entendu mentionner. Les photos de surveillance de Tommy les montraient en train de s'embrasser passionnément, Margaret vêtue de vêtements de deuil noir. Les relevés bancaires révélaient quelque chose de plus sinistre. Margaret siphonnait de l'argent de leur compte depuis des mois, transférant des fonds vers un compte offshore. Mais ce n'était pas du détournement de fonds, c'était le mobile le plus vieux du monde, la cupidité et un nouvel amant. Le dernier renseignement de John venait du département informatique de sa société de sécurité. Le système de sécurité du manoir Pierce avait été piraté à distance, et pas par n'importe qui, mais par quelqu'un ayant un accès administratif. Seulement 5 personnes possédaient ces identifiants, John lui-même, Raymond, et 3 ingénieurs de confiance. John élimina immédiatement Raymond. Il restait donc 3 possibilités. John fit inviter chaque ingénieur par sa meilleure interrogatrice, Stephanie Vega, pour une révision de routine de la sécurité. En quelques heures, elle confirma ce que John soupçonnait, Simon Burke, le plus jeune ingénieur, avait été compromis. Il s'effondra comme un œuf. Stephanie rapporta qu'une femme l'avait séduit lors d'une conférence technologique, prétendant s'intéresser à son travail, l'avait enivré, drogué, puis retourné contre lui. Elle avait des photos pour le faire chanter. Description, cheveux rouges, la trentaine, d'apparence professionnelle. La sœur de Margaret, Victoria. La vérité se clarifia, ce n'était pas juste une histoire de meurtre. Il s'agissait de tout prendre, la maison, les enfants, l'entreprise, la fortune. Margaret et son amant avaient prévu d'éliminer John pour tout s'approprier, mais ils avaient fait une erreur fatale, ils avaient laissé Lucy en vie pour le prévenir. John réunit ses enfants dans le salon de la maison sûre. William et Lucy le regardaient avec des yeux fatigués, posant des questions auxquelles ils devaient répondre. « Maman a essayé de nous tuer », déclara William sans émotion. « Pourquoi ?» John les regarda, parlant avec une honnêteté absolue. « Parce qu'elle voulait tout ce que j'ai construit et qu'elle voulait être avec un autre homme. Elle a choisi la cupidité et la trahison plutôt que la famille. » « Et maintenant ?» demanda Lucy. John sourit froidement. « Maintenant, l'homme mort marche. » Chapitre 4, le sentier du chasseur. Les funérailles furent tout ce que Margaret avait espéré. L'élite de Boston se rassembla pour pleurer la tragique perte de la famille Pierce. Margaret joua son rôle à la perfection, la veuve en deuil vêtue de noir designer, acceptant les condoléances avec une dignité silencieuse. Depuis une camionnette de surveillance à une demi-rue de là, John regardait avec une satisfaction glaciale. Margaret avait choisi les cercueils les plus chers, pleuré de façon convaincante lorsqu'ils furent enterrés, et prononcé une éloge funèbre qui aurait ému quiconque ne connaissant pas la vérité. « Elle est bonne », commenta Tommy Russo, ajustant l'angle de la caméra. « Elle m'a presque fait la croire. » La mâchoire de John se contracta. À côté de Margaret se tenait Vincent Caldwell, prétendant être un ami de la famille, offrant son soutien. L'homme posa une main familière sur son épaule. « Renseigne-toi sur lui », dit John. Au cours des 2 semaines suivantes, John monta son dossier comme un maître architecte. Il s'avéra que Vincent Caldwell était plus qu'un joli visage avec un diplôme d'architecture de Yale. Il avait un passé, des goûts coûteux, des affaires échouées, et un schéma de ciblage des femmes plus âgées et riches. Grâce à l'enquête de Tommy,
John apprit que Vincent avait rencontré Margaret lors d'un gala de charité 6 mois plus tôt. Leur liaison avait commencé immédiatement, passionnée et imprudente. Vincent avait convaincu Margaret que John la retenait, et qu'avec sa mort, elle pourrait enfin vivre. Le seul paiement d'assurance s'élevait à 20 millions de dollars. Mais il y avait un rebondissement inattendu. Plus John creusait, plus il découvrait des liens entre Vincent et les Coleman. Victoria Coleman n'était pas seulement la sœur de Margaret, c'était l'ex-petite amie de Vincent à l'université. Toute la famille était impliquée dans le complot. Ils sont tous sales, rapporta Raymond lors d'un appel sécurisé. Victoria s'était mariée dans l'argent des Coleman, mais elle l'avait dilapidé. Ils étaient au bord de la faillite. Ce complot était censé les sauver. Les enfants de John s'adaptèrent à leur nouvelle réalité avec une résilience remarquable. Il les avait inscrits dans une petite école privée sous de faux noms, leur expliquant que c'était temporaire. Ils comprenaient à leur manière que leur père était en train de chasser. Un soir, Lucie monta sur les genoux de John pendant qu'il travaillait sur son ordinateur. « Papa, quand on attrapera les méchants, qu'est-ce qui va nous arriver ?» John la serra fort dans ses bras. « On rentrera à la maison, bébé. On retrouvera notre vie, mais différente. » William, du fond de la pièce, ajouta à 12 ans, il comprenait plus que sa sœur. « On ne pourra pas revenir avant. »« Non, » répondit John. « Mais on peut construire quelque chose de mieux. » La vraie nature de Margaret se révéla dans les semaines qui suivirent les funérailles. Elle se précipita pour prendre le contrôle de Pierce Security Solutions, se présentant comme la veuve de John et son héritière. Le conseil d'administration, ignorant son vrai rôle, lui offrit ses condoléances et sa coopération. Mais John s'y était préparé. Des clauses cachées dans les statuts de l'entreprise exigeaient son approbation personnelle pour tout transfert de propriété. Margaret se heurta à des murs juridiques et sa frustration grandit. Elle devient négligente, observa Raymond lors d'un briefing quotidien. Elle fait des erreurs. Bien, répondit John, la corde est presque prête. Sa patience fut récompensée lorsque Margaret commit sa première erreur fatale. Se croyant à l'abri de ses tromperies, elle organisa un petit rassemblement dans un hôtel du centre-ville, un mémorial privé pour John, avec des amis triés sur le volet. Et ses associés commerciaux, Vincent Caldwell, étaient présents en tant que son cavalier. John observait l'événement se dérouler à travers des caméras placées stratégiquement. Margaret riait trop librement, touchait Vincent de manière trop intime. Ils se retirèrent dans sa suite tôt, sans se rendre compte qu'ils étaient filmés. Phase interminée, dit John à Raymond, il est temps de leur faire savoir que je suis en vie. Le lendemain matin, Margaret reçut un colis au Brownstone, désormais sa propriété. À l'intérieur se trouvait une seule photographie, John, William et Lucie, bien vivants, prise la veille. Pas de message, pas de menace, juste la preuve que l'homme mort marchait. Le téléphone de John sonna dans l'heure qui suivit, un numéro prépayé, mais il savait qui c'était. John, la voix de Margaret tremblait. John, est-ce toi? Bonjour Margaret, répondit-il calmement. Il fut surpris de l'entendre respirer brusquement. Comment? Où es-tu? Prêt, en train de regarder, d'apprendre, répondit-il en marquant une pause. Belle cérémonie commémorative au fait. Vincent semble s'être remis de son chagrin assez rapidement. Silence. Que veux-tu? Demanda Margaret. La justice, répondit John. Et crois-moi, tu vas supplier la mort avant que j'aie terminé. La ligne se coupa. Chapitre 5, le réseau enchevêtré. La peur les rendit imprudents. En quelques heures après l'appel de J, Margaret contacta Vincent, qui se tourna vers les Coleman, qui paniquèrent et passèrent des appels de leur côté. L'équipe de John a intercepté tout, il prévoit de fuir, rapporta Stéphanie. Ils essaient d'accéder aux comptes offshore que j'ai déjà vidés, répondit John en souriant de manière sinistre. Suivez-les, je veux connaître chaque mouvement. Le monde de Margaret se désintégra rapidement. Les comptes bancaires qu'elle avait soigneusement cachés furent gelés. Des questions surgirent à propos de la demande d'indemnisation. Des créanciers apparaissaient, exigeant des paiements qu'elle ne pouvait pas effectuer. John exerça une pression systématique,
des informations anonymes furent envoyées à l'IRS, interrogeant les finances des Coleman. La SEC reçut des informations sur les affaires frauduleuses de Vincent. Chaque jour apportait de nouveaux problèmes, de nouvelles peurs. Il les observa se précipiter, observant leurs véritables caractères émerger sous pression. Vincent se retourna contre Margaret, la blâmant pour l'assassinat raté. Margaret riposta en accusant les Coleman de leur incompétence. L'alliance familiale se fractura, comme des rats qui se battent sur un navire en train de couler, observa Tommy avec satisfaction. Mais John ne se contenta pas de la ruine financière ou des ennuis juridiques. Il voulait quelque chose de plus personnel. L'occasion se présenta lorsque Simon Burke, l'ingénieur compromis, contacta Margaret par désespoir. Elle lui avait payé pour rester silencieux, mais maintenant, l'argent était épuisé. Simon menaça d'aller à la police avec tout ce qu'il savait. Margaret accepta de le rencontrer dans un entrepôt abandonné, un endroit qui signifiait quelque chose pour John. C'était là que son père lui avait appris à se battre, où il avait appris que la miséricorde était une faiblesse. John arriva le premier. Simon Burke arriva, nerveux et seul, portant un ordinateur portable avec des copies de toutes les preuves accablantes. Il ne vit jamais John sortir de l'ombre. L'affrontement fut bref mais instructif. Simon apprit le prix de la trahison de première main. Quand Margaret arriva, elle trouva Simon inconscient, attaché à une chaise, et John attendant. « Bonjour Margaret », dit-il en sortant de l'ombre. « Parlons-en. » Sa parfaite composure se brisa. Elle recula en cherchant son téléphone, mais John avait bloqué tous les signaux. « Tu ne peux pas, tu es morte, » balbutia-t-elle. « Non, je suis bien vivant, grâce à Lucie. » La voix de John était glaciale. « J'ai entendu tes plans, elle m'a averti, ma fille de 6 ans nous a sauvés, tandis que tu essayais de tuer tes propres enfants. » Le visage de Margaret devint blême. « Je n'ai jamais voulu faire du mal aux enfants, j'avais besoin de liberté, d'argent, d'une nouvelle vie avec Vincent. » John fit le tour d'elle comme un prédateur. « Tu aurais pu divorcer, mais tu as choisi le meurtre. Vincent a dit que c'était la seule façon, il a dit que les Coleman nous aideraient, que vous seriez tous riches, que personne ne soupçonnerait rien. » John hocha la tête. « Je sais tout, Margaret. Chaque détail. Les comptes offshore, la faille de sécurité, la fuite de gaz. Simon ici était très utile pour combler les lacunes. » Margaret regarda l'ingénieur inconscient, puis retourna son regard vers John. « Que vas-tu faire ? » ?»« Justice, » répondit-il, « mais pas celle que les tribunaux offrent. Tu veux que je sois morte, tu regretteras que je sois en vie. » Il sortit son téléphone et joua un enregistrement, Margaret et Vincent planifiant le meurtre, discutant de la manière de se débarrasser des corps, riant de l'argent de l'assurance. « Je pourrais envoyer ça à la police, » dit John, « vous faire pourrir en prison, mais la prison est trop gentille. Je veux que tu ressentes ce que j'ai ressenti quand j'ai réalisé que ma femme avait essayé de tuer nos enfants. » Margaret se mit à pleurer, mais John resta impassible. Il l'avait déjà vu pleurer auparavant, utilisant ses larmes comme des armes pour l'éloigner. « Demain soir, » dit-il en continuant. « Tu iras à l'hôtel Bacon, dis à Vincent de te retrouver là-bas, dis au Coleman de venir aussi. Une réunion de famille pour discuter de la crise. Les détails seront dans cette enveloppe. » Il lui tendit un paquet scellé. « Sois là à 9 h, et Margaret, » elle leva les yeux, son maquillage coulant de ses larmes. « Si tu fuis, si tu les avertis, ou si tu n'arrives pas, tes familles recevront quelque chose de bien pire que cet enregistrement. » Chapitre 6, la tempête parfaite. Le dernier étage de l'hôtel Bacon avait été réservé pour un dîner privé. 6 personnes étaient assises autour d'une table luisante, Margaret et Vincent, Victoria et son mari Charles Coleman, et un couple distingué introduit sous le nom des Harrington. Ils avaient reçu l'invitation de John, une convocation déguisée en opportunité commerciale. Chaque personne avait ses propres raisons d'assister. Margaret était là par peur, Vincent espérant sauver sa relation avec une veuve soudainement appauvrie. Les Coleman cherchaient n'importe quelle manière de récupérer leurs finances. Même eux ne savaient pas pourquoi ils avaient invité les Harrington, des socialites riches avec des connexions mystérieuses à Pierce Security Solutions.
Lorsque le dessert fut servi, les lumières s'éteignirent et un écran descendit du plafond. « Bonsoir », la voix de John résonna dans les haut-parleurs. Les conspirateurs sursautèrent. « Avant de commencer, j'ai un court-métrage à vous montrer. » L'écran s'alluma avec des images d'une clarté cristalline, Vincent et Victoria à l'université, planifiant leur première arnaque, Margaret siphonnant de l'argent de divers comptes, les Coleman discutant de la façon de simuler leur échec commercial. Chaque trahison, chaque mensonge, chaque froide discussion de meurtre, tout capturé dans les moindres détails. Margaret se leva pour fuir, mais les portes étaient verrouillées. Vincent maudit et frappa contre les murs. Les Coleman restaient assis dans un silence stupéfié. « Je vous donne un choix », continua la voix de John. Option 1, je diffuse cette vidéo à toutes les chaînes de nouvelles, à tous les services de police, à tous vos associés d'affaires. Vos vies, telles que vous les connaissez, prendront fin ce soir. Victoria sanglotait ouvertement. Charles Coleman paraissait avoir vieilli de 10 ans sous leurs yeux. Vincent tourna le regard vers Margaret, plein de haine. C'est de ta faute. Option 2, vous jouez à un jeu. Mon jeu. Selon les règles que j'ai définies. Les lumières s'allumèrent. John entra par une porte que personne n'avait remarquée, impeccablement vêtue, rayonnant d'une froide autorité. Derrière lui se tenaient les Harrington, en réalité des agents supérieurs du FBI qui enquêtaient sur les Coleman depuis des années. Quel genre de jeu ? Demanda Charles Coleman d'une voix rauque. John sourit sans chaleur. Chaise musicale, avec une twist. Il sortit 6 enveloppes et en posa une devant chaque personne. Chaque enveloppe contient un destin différent, immunité, peine de prison, ruine financière. Il marqua une pause théâtrale. Il s'arrêta de parler, créant un suspens pesant, avant de continuer, des arrangements spéciaux pour les vraiment méritants. Ils allaient chacun à leur tour choisir parmi les enveloppes restantes. Un d'entre eux sortirait relativement indemne. Les autres, eh bien, vous avez mérité ce qui vous arrive. C'est de la folie, cria Vincent. Vous ne pouvez pas quoi? Exposez vos crimes. Ruinez vos vies comme vous avez essayé de ruiner la mienne. Regardez-vous vous détruire les uns les autres. La voix de John était de fer. Je peux absolument le faire, et je vais le faire. Pendant l'heure suivante, ils jouèrent. Chaque révélation dans les enveloppes les tourna les uns contre les autres. Victoria apprit que Vincent planifiait déjà de trahir Margaret pour une autre veuve riche. Charles découvrit que sa femme avait volé dans leur compte personnel. Vincent trouva des preuves que Margaret avait envisagé de le faire tuer après la mort de John. À la fin, ils étaient un groupe de loups, chacun prêt à sacrifier les autres pour se sauver. Le lien fraternel entre Margaret et Victoria s'évapora. Vincent frappa Charles dans une tentative désespérée de lui voler son enveloppe. Les Coleman pleuraient tandis que des générations de legacy familiales s'effondraient. John observait tout cela avec satisfaction. C'était la justice, non pas celle simple et propre des tribunaux et des prisons, mais la vérité brute de ceux qui se trahissent et se détruisent entre eux. Enfin, il ne restait qu'une enveloppe. Celle de Margaret. Avec des mains tremblantes, elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un seul document, des papiers de divorce et un accord de garde, octroyant à John tous les droits sur leurs enfants. Ton immunité de poursuite nécessite 3 signatures, expliqua John. La tienne, la mienne, et celle d'un juge. Tu gardes ta liberté, Margaret, mais tu perds tout le reste. Tes enfants sauront exactement ce que tu es. Ton nom sera de la boue dans les cercles où tu évoluais autrefois. Tu vivras, mais tu regretteras de ne pas être morte. Quant aux autres, Vincent faisait face à des accusations de fraude et de complot pour commettre un meurtre. Les Coleman passeraient des années à lutter contre des accusations de crimes financiers. Leur monde privilégié était terminé. John se tourna pour partir, puis s'arrêta. Une dernière chose. Simon Burke. Il parle déjà au FBI. Apparemment, une tentative de meurtre est un puissant motivateur pour la coopération. Chapitre 7, le retour. Le lendemain matin, John retourna auprès de ses enfants à la maison sécurisée. Ils avaient regardé tous les événements de la nuit via un flux vidéo sécurisé, sur son insistance.
William et Lucy devaient comprendre l'ampleur de la trahison et le prix de la justice. « C'est fini ?» demanda Lucy, presque inquiète. John répondit en les serrant contre lui, « Pas encore. Il nous reste une dernière chose à faire. » Ils se rendirent au siège de Pierce Security Solutions. La nouvelle que John Pierce était en vie s'était répandue. Les employés acclamèrent à son entrée, avec ses enfants à ses côtés. Raymond les accueillit aux ascenseurs, les larmes aux yeux. « Bienvenue à la maison, boss. » John s'adressa au personnel réuni, leur remerciant personnellement pour leur loyauté pendant la crise. Il expliqua que ceux qui l'avaient trahi avaient été traités, et que Pierce Security serait désormais plus fort. Plus tard dans son bureau, il trouva un paquet sur son bureau. À l'intérieur se trouvait le lapin porte-bonheur de Lucy, légèrement brûlé par le feu, ainsi qu'une note de l'inspecteur Rodriguez, « J'ai trouvé ça dans les ruines. Je pensais qu'elle aimerait le récupérer. » Astérisque astérisque. Le soir, John emmena ses enfants dîner dans leur restaurant préféré. En quelques semaines, ils avaient grandi, devenus plus durs, plus sages, mais pas brisés. « On est en sécurité maintenant, papa ?» demanda William au dessert. John réfléchit avant de répondre. « Plus en sécurité qu'avant. Mais rappelez-vous ce que vous avez appris, faites confiance avec soin, surveillez constamment, et ne baissez jamais votre garde. » Lucy serra son lapin sauvé contre elle et ajouta, « La famille protège la famille. » John sourit, fier. Exactement. Chapitre 8, l'effet domino. Les conséquences de la vengeance de J se répandirent comme un feu de forêt dans les cercles sociaux de Boston. Margaret vivait en isolement, rejetée par la société qu'elle avait tant désirée. Son existence quotidienne était devenue une punition, la voyant vivre sans ses enfants, voyant ses anciens amis traverser la rue pour l'éviter, recevant des photos du succès de son ex-mari. Vincent Caldwell apprit à ses dépens que la survie avait un prix. La prison fédérale l'attendait, mais avant cela, vint la justice de rue. La réputation de J signifiait que certaines personnes prenaient un intérêt particulier pour l'homme qui avait essayé de le tuer. Vincent découvrit que même sans action directe de John, la prison pouvait devenir un enfer. Les Coleman n'allaient pas mieux. Les affaires séculaires de leur famille s'effondrèrent sous les enquêtes. Le mariage de Charles et Victoria se dissout dans des procès amers. Leurs enfants, innocents des crimes de leurs parents, durent reconstruire leur vie à partir de rien. Simon Burke coopéra pleinement avec les autorités, ce qui lui valut une peine réduite. Mais l'influence de John s'étendait au-delà des tribunaux. L'homme trouva impossible de trouver un travail dans le domaine technologique. Toutes les portes se fermaient, chaque candidature rejetée. Il devint une leçon pour les autres sur le prix de la trahison envers John Pierce. Mais la revanche la plus satisfaisante de J n'était pas ce qu'il avait fait à ses ennemis. C'était ce qu'il avait construit en leur absence. Pierce Security Solutions se développa à l'international. Le comte admis, impressionné par la gestion de J de sa crise personnelle, signa des contrats à travers l'Afrique. La réputation de J pour sa loyauté et sa cruauté faisait de lui le consultant en sécurité le plus recherché au monde. Plus important encore, sa relation avec ses enfants se renforça. William postula à MIT à 16 ans, montrant déjà l'aptitude de son père pour les systèmes de sécurité. Lucy, désormais âgée de 8 ans, était devenue la fille que John avait toujours espérée, intelligente, féroce et déterminée. Et impitoyable envers la trahison, ils étaient revenus à Beacon Hill, mais pas dans l'ancien Brownstone. Trop de fantômes. John avait construit une nouvelle forteresse, dernier cri, impénétrable, un château pour sa nouvelle dynastie. Chapitre 9, le dernier testament. 10 ans après la nuit qui avait failli le détruire, John était assis dans son bureau, regardant sa fille de 18 ans prononcer son discours de major de promo à MIT, via un flux vidéo. Lucy avait ses yeux, sa détermination, ses principes inébranlables. Un coup frappé à la porte interrompit sa fierté. Le détective Rodriguez entra, plus vieux mais toujours aussi aiguisé. « Je pensais que vous voudriez savoir, Margaret est décédée hier, de cause naturelle. » John ne ressentit rien. Les enfants savent. Ils ont été inscrits comme héritiers légaux. Vous voulez que je m'en occupe? Non, je vais leur dire ce soir.
John se tourna de nouveau vers la vidéo. Lucy parlait de justice, de se dresser contre le mal. Ses yeux brûlaient d'une fierté farouche. Rodriguez resta là, hésitant. Pour ce que ça vaut, John, ce que tu as fait cette nuit-là, certains pourraient appeler ça extrême. Le sourire de John était glacial. Je me fiche de ce que certains pensent. Ce ne sont pas eux qui ont senti l'odeur du gaz pendant que leur famille dormait. Ce ne sont pas eux qui ont entendu leur fille de 6 ans chuchoter que sa mère prévoyait de les rendre orphelins. Le détective acquiesça. Je voulais juste que vous sachiez, je n'ai jamais douté que vous aviez pris la bonne décision. Après le départ de Rodriguez, John ouvrit son tiroir de bureau et en sortit son journal personnel. Il l'avait tenu depuis cette nuit-là, documentant tout, non pour les tribunaux ou l'histoire, mais pour ses enfants. Il écrivit à William et Lucy. Lorsque vous lirez ceci, je serai parti. Mais sachez ceci, je ne regrette rien. Chaque action que j'ai prise après cette nuit était nécessaire. Ta mère et ceux qui nous ont trahis ont appris que la miséricorde se mérite, elle ne se donne pas. Vous êtes devenus tout ce que j'espérais, forts, inflexibles, loyaux envers ceux qui le méritent. Vous comprenez que la justice n'est pas toujours légale, mais qu'elle est toujours nécessaire. Rappelez-vous, la famille protège la famille, toujours. Et à ceux qui nous ont trahis, ne leur accordez aucune pitié, montrez-leur aucune miséricorde. Qu'ils servent de rappel que la trahison a un prix. À jamais vôtre, papa. Ce soir-là, John réunit sa famille dans leur nouvelle maison. William était de retour de l'université pour le week-end. Lucy allait le rejoindre à MIT après sa remise de diplôme. J'ai une nouvelle, annonça John. Margaret est décédée hier. Le silence s'étira. Puis Lucy demanda. Devons-nous ressentir quelque chose? John regarda ses enfants, forts, entiers, intacts, non brisés par la trahison de leur mère. Uniquement du soulagement. Relief, répondit-il. Le soulagement qu'elle ne puisse plus jamais nous faire de mal. William leva son verre. À la famille. À la justice. Lucy ajouta, à ceux qui ont gagné notre confiance. John conclut. Et à ceux qui ne l'ont pas fait, qu'ils pourrissent dans l'enfer qu'ils ont trouvé. Ils burent. 3 guerriers qui avaient survécu à la trahison et en étaient ressortis plus forts. Dehors, Boston scintillait dans la nuit, sans savoir qu'une forteresse sur Beacon Hill venait d'écrire le dernier chapitre de son testament. Un testament écrit dans le sang, scellé par la vengeance, et transmis comme héritage, ne jamais pardonner, ne jamais oublier et ne jamais laisser la trahison impunie. L'homme mort avait marché, et la justice avait été rendue. Épilogue, le prix de la trahison. 23 ans après la mort de Margaret, Lucy Pierce Campbell se tenait devant la tombe de son père au cimetière de Mount Auburn. L'air frais du matin de Boston portait l'odeur des fleurs printanières. À 42 ans, elle était le portrait craché de John, mêmes yeux verts perçants, même posture inflexible. Ses jumeaux, âgés de 6 ans, se blottissaient contre ses jambes, étrangement semblables à son propre enfance. « Raconte-nous encore l'histoire, maman, demanda Nathan, le jumeau aîné de 3 minutes. « De comment papy a fait payer les mauvaises personnes, ajouta Noah. Lucy sourit, passant une main dans les cheveux de Nathan. Plus tard, mes amours. D'abord, nous rendons hommage. Elle déposa des fleurs fraîches sur la tombe de John. Il avait vécu jusqu'à 92 ans, acéré jusqu'à la fin, surveillant sa dynastie grandissante des Pierce. Lorsque l'infarctus l'avait finalement emporté, Lucy tenait sa main, lui promettant de continuer son héritage. « Tu me manques, papa, murmura-t-elle. Tu serais fier. » Le bruit des pas approchant la fit se tourner. William, maintenant distingué à 68 ans, marchait sur le chemin. Son frère avait vieilli avec grâce, ses cheveux argentés et son costume coûteux parlant de son succès. À ses côtés marchaient sa fille Samantha et son fils adolescent, la nouvelle génération des Pierce. « Tu es en avance, dit William en embrassant sa sœur. Les garçons voulaient entendre l'histoire. William s'agenouilla près de ses neveux. « Saviez-vous que votre grand-père John était l'homme le plus grand qui ait jamais vécu? Parce qu'il a fait payer les mauvaises personnes? » Exactement. Et il nous a appris que la famille passe avant tout, toujours.
Alors que la famille se rassemblait autour de la tombe de John, l'esprit de Lucy s'évada vers les autres qui avaient joué un rôle dans l'histoire de leur père. Leur destin était devenu des légendes familiales, des avertissements passés à chaque nouvelle génération. Vincent Caldwell ne sortit jamais de prison en homme libre. L'influence de John avait assuré son transfert en sécurité maximale, où ses beaux traits. Un homme autrefois issu de la haute société, très respecté et influent dans son milieu, se retrouva un jour à être la victime de son propre système. Ce même homme, qui avait fait sa fortune en séduisant des veuves fortunées et en manipule des héritages, finit par découvrir ce que signifiait réellement la peur, pas seulement celle d'être jugé, mais celle de voir toute son existence s'effondrer, une expérience qu'il endura dans l'enfer des murs de béton. La prison ne fut que le début de son calvaire. John Pierce, l'ennemi juré de Vincent, eut l'ingéniosité de préparer des révélations accablantes, des dépositions secrètes provenant des anciens compagnons de cellule de Vincent. Ces témoignages se dévoileraient au fil des mois, chaque vague de révélations déchiquetant davantage la réputation de l'homme, jetant de la lumière sur ses faiblesses les plus profondes et ses pleurs dans la solitude d'une cellule. Un après l'autre, les voiles de son image de puissance se levèrent, exposant des faiblesses honteuses qu'il avait tenté de dissimuler. Mais ce ne fut pas seulement une humiliation publique qui attendait Vincent. La destruction de son image se poursuivit bien au-delà de sa condamnation. Les révélations, poussées par le réseau impitoyable de John, brisèrent sa carrière, sa famille et son nom. Chaque mois, des témoignages de plus en plus dégradants firent surface, des rumeurs de tentatives désespérées de négocier une protection à travers de lourdes compensations. Lorsqu'il mourut à l'âge de 57 ans, poignardé lors d'une altercation dans la cour de la prison, ce fut la fin d'une longue série de humiliations. Bien que le rapport officiel attribue la violence à des querelles de gang, les initiés savaient que c'était l'ultime paiement, la facture d'un passé vieux de 20 ans, réglé dans une violence froide et expéditive. Le dernier acte de John Pierce, même après sa disparition physique, se faisait sentir jusque dans les derniers instants de Vincent. Ces ombres suivaient l'homme jusque dans la mort. Les Coleman, eux, souffrirent différemment mais non moins durement. Victoria, au fur et à mesure que les années passaient, développa une forme précoce de la maladie d'Alzheimer, un déclin mental aussi brutal que la chute de la fortune familiale. L'esprit de l'ancienne matriarche se disloquait lentement, tout comme son héritage. Les moments de lucidité qu'elle parvint à conserver furent hantés par les fantômes de sa trahison envers Margaret. Elle se lamentait sur les erreurs de sa jeunesse, pleurant sur la perte de ses enfants, de sa position, et, surtout, de la relation brisée avec sa sœur. Ces dernières années furent marquées par des regrets, mais aucun pardon ne vint jamais. Victoria mourut dans un hôpital public, abandonné, sans fortune ni soutien, le visage marqué par des années de culpabilité et de perte. Les dernières paroles qu'elle murmura furent un avertissement concernant l'inexorable vengeance des Pierce, un témoignage du chemin sur lequel elle s'était aventurée, tout en sachant qu'elle ne pourrait jamais revenir en arrière. Charles Coleman, quant à lui, vécut une lente agonie, non pas physique, mais psychologique. L'enquête de l'IRS mit à jour une série de fraudes fiscales, exposant non seulement les manœuvres illégales de la famille, mais aussi la corruption systématique qui avait nourri leur ascension. L'argent coulé à flot dans les canaux détournés finit par s'évaporer comme un mirage. L'homme qui autrefois représentait la haute société de Boston se retrouva seul et accablé par la honte, son nom devenu synonyme de fraude. Ses enfants le renièrent, et ses plus proches alliés l'abandonnèrent, terrifiés par l'onde de choc de ses crimes. La fin de Charles fut marquée par un acte désespéré, le suicide dans une chambre de motel, sans un mot d'adieu. Sa dernière note, retrouvée après sa mort, était un aveu de l'inéluctabilité de la vengeance de John Pierce. Il avait raison, et il m'a eu, tout comme il a eu tout le monde. Le nom des Coleman, qui était autrefois synonyme de prestige et de respectabilité à Boston, disparut comme une étoile filante dans l'obscurité. Leur manoir, celui où la famille avait passé des décennies à faire les lois dans la ville, fut rapidement converti en appartement de luxe. Leurs entreprises furent liquidées à la hâte, vendues à des investisseurs étrangers sans égard pour leur histoire. Le nom Coleman disparut des annuaires et des mémoires des habitants de Boston, effacé par la vengeance implacable de John Pierce. La famille, autrefois puissante, se retrouva sans aucune trace tangible de son passé glorieux. Simon Burke, l'ingénieur qui avait jadis trahi John en compromettant les systèmes de sécurité de son entreprise,
subit un destin similaire. La prison ne fut pas la fin pour lui, mais le début d'une série de terreurs inexorables. Chaque jour, il vivait dans l'ombre de ses actions passées, sans savoir où le prochain coup de la vengeance de Pierce frapperait. Des accidents mystérieux, des menaces subtiles mais constantes, et des symboles inquiétants placés devant sa porte marquaient sa vie. Le simple fait de quitter sa maison était devenu une épreuve en soi. Lorsqu'il parvint enfin à sortir de la prison, il se rendit compte que la main invisible de John Pierce ne l'avait jamais quitté. Où qu'il aille, il vivait dans une paranoïa constante, sa vie privée brisée à jamais. Il se réfugia dans une petite ville isolée du Maine, où il changea son identité, mais la peur demeurait, il ne se sentait jamais en sécurité. L'homme qui avait autrefois piraté les systèmes de Pierce vivait désormais dans la terreur d'être à nouveau découvert. Une victime permanente, traquée par ses actes. Quant à Margaret, son destin fut peut-être le plus cruel de tous. Fuyant son passé et le poids de la trahison qu'elle avait infligée à John et à sa famille, elle se réfugia en Europe. Mais aucun endroit ne lui offrit la paix. Tout au long de sa fuite, elle portait avec elle des photographies et des lettres, des souvenirs de ce qu'elle avait perdu, la vie qu'elle aurait pu avoir, la famille qu'elle avait trahie, et les rêves écrasés sous le poids de ses choix. Ces images devinrent des fantômes la poursuivant jusque dans ses derniers jours. Chaque lettre, chaque photographie, chaque souvenir était un rappel constant de la douleur qu'elle avait causée. Son décès, solitaire et dans l'anonymat, se produisit dans un petit appartement de Prague. Lorsqu'elle mourut, elle laissa derrière elle une lettre, adressée à ses enfants, qu'elle n'envoya jamais. Elle mourut dans l'oubli, ses dernières pensées emplies de regrets. Quant à la lettre qu'elle avait écrite, pour demander pardon, elle brûla avant de pouvoir jamais franchir l'océan qui la séparait de ses enfants. Le destin de Margaret laissa une trace dans l'histoire de sa famille, mais un vide aussi grand que les sacrifices qu'elle avait faits pour son propre égoïsme. Lorsque son nom fut mentionné pour la dernière fois, personne ne se souvenait vraiment d'elle, sauf comme une ombre d'un passé révolu, effacée par le poids de la trahison et du remords. William et Lucy échangèrent un regard furtif, une compréhension tacite traversant leurs yeux. Il y avait des traditions familiales chez les Pierce qui ne devaient jamais être abandonnées, quelles que soient les circonstances. Le poids de ces traditions était lourd, mais leur préservation était essentielle. Ils s'installèrent sur un banc à proximité, les membres de la famille se regroupant lentement autour d'eux. Le garçon, Nathan, se posa aux pieds de Lucy, le visage marqué par une curiosité mêlée de respect. Puis, comme si tout était déjà prévu, Lucy commença à raconter l'histoire que leur père, John, leur avait transmise des décennies plus tôt, une histoire que chaque génération de Pierce connaissait par cœur. Il y a fort longtemps, ton grand-père a accordé sa confiance à quelqu'un qu'il n'aurait jamais dû. Sa voix, douce mais ferme, résonnait dans l'air du soir. En écoutant les mots de Lucy, elle pouvait voir dans les yeux de ses enfants la même intensité qu'elle avait eue lorsqu'elle avait entendu cette histoire pour la première fois. Nathan, son regard grave, serra les mâchoires à l'évocation de la trahison de Margaret. Il avait hérité du tempérament de John, cet homme capable de tout endurer, mais qui, quand la trahison frappait, réagissait avec une rage glacée. Les yeux de Noah, eux, se figèrent, glacés par la froideur de la vengeance. Lorsqu'ils parlèrent du meurtre planifié, Noah exhiba cette même froideur que l'on voyait dans le regard des Pierce, cette glace implacable, héritée de leur lignée. Quand Lucy aborda la question de la vengeance de John, les deux garçons hochèrent la tête en signe d'approbation. Ils comprenaient. Alors, quelle est la morale ? Demanda Nathan, une lueur d'interrogation dans ses yeux. Il y a une seule règle chez les Pierce, répondit William, la famille passe avant tout. Et l'injustice doit toujours être combattue, ajouta Samantha d'un ton sage, le visage éclairé d'une pensée profonde. Noah, tu as raison, et ne jamais pardonner une trahison, conclut Noah, écho inconscient des paroles de John. Ces mots semblaient flotter dans l'air, lourds de signification. Lucy sentit alors une chaleur réconfortante, comme une main chaleureuse sur son épaule. C'était son père, John, qui semblait être là, avec eux, à cet instant. Oui, pensa-t-elle, ils ont compris. L'héritage vit toujours en eux. Le soir, plus tard, au domaine familial Pierce, une forteresse modernisée perchée sur Beacon Hill, la réunion se poursuivit. Toute la famille s'était rassemblée, cousins, époux, enfants, petits-enfants,
tous unis par le sang et les principes inébranlables de John. L'atmosphère était solennelle, mais une énergie palpable flottait autour d'eux, une sorte de force tranquille qui émanait de la famille Pierce, ce clan de guerriers modernes, unis par un code vieux comme le temps. Dans le bureau de son père, Lucy fouilla entre les vieux livres, sentant un besoin irrépressible de découvrir encore des morceaux de l'héritage de John. C'est alors qu'elle trouva un vieux dossier caché derrière les livres poussiéreux. Son écriture, familière et pourtant si émouvante, recouvrait les pages jaunies d'un journal datant de plus de 50 ans. Lucy n'eut besoin que d'un instant pour comprendre. Chaque génération doit faire face à la trahison. Chacune doit choisir entre le pardon et la justice. Moi, j'ai choisi la justice. Que mes enfants choisissent judicieusement. Elle sourit, un sourire empreint de fierté. Oui, ils avaient choisi la justice. Tous. Et ils transmettraient ce choix à leurs enfants, tout comme John l'avait fait pour elle. La justice, la véritable justice, ne pardonnait jamais. Elle était une force implacable. Un coup frappé à la porte brisa ses pensées. Tommy Russo III rentra, l'air sérieux, sa présence imposant instantanément le respect. À 47 ans, il était désormais le chef de la division des enquêtes privées, un homme formé dans le feu de l'action. « Lucy, nous avons une situation, dit-il, sa voix grave. Elle haussait un sourcil, décelant immédiatement la gravité de la situation. « Trahison » demanda-t-elle, ses yeux se durcissant. « Fraude, détournement de fonds. Un de nos cadres supérieurs déplace de l'argent offshore. Exactement comme Margaret, tu te souviens. » Lucy se leva instantanément, ses traits devenant aussi froids que le marbre. En un instant, elle se transforma en chef de guerre, une figure implacable. « Rassemble l'équipe. Surveillance totale, je veux tout savoir, les finances, les communications, les relations. Nous devons trouver leurs faiblesses, leurs points vulnérables. » Tommy hocha la tête. Comme ton père disait toujours, la corde est la plus forte quand c'est eux qui se pendent. Lucy termina la phrase avec une froide satisfaction, canalisant l'esprit implacable de John, et assure-toi qu'ils comprennent bien que ce n'est pas juste une affaire, Tommy. Ce n'est pas une simple question d'argent. C'est personnel. Pendant le dîner, la famille débattait de la situation. William proposait des stratégies juridiques, Samantha réfléchissait à des moyens de pression psychologique, et même les plus jeunes, ceux qui comprenaient la situation, apportaient des idées. Chacun jouait son rôle avec une aisance qui témoignait de la force du clan Pierce. Ils étaient comme une machine bien huilée, chaque pièce essentielle au bon fonctionnement du tout. Plus tard, lorsque Lucy borda ses fils, Nathan la regarda d'un air pensif. « Maman, quand quelqu'un trahit la famille, que fait-on » Lucy se pencha, caressant ses cheveux en douceur. « On se souvient de Grand-Pa John, dit-elle avec calme. On reste patient. On récolte des informations, et on les fait payer d'une manière qu'ils n'auront jamais imaginée. » Noah, blotti contre elle, murmura, comme dans l'histoire. Exactement comme dans l'histoire. Lucy sourit tendrement. « Oui, mon petit. Maintenant, dors bien. Demain, vous apprendrez encore plus sur la justice. » Seule dans son bureau, Lucy ouvrit son ordinateur portable. L'heure était venue de planifier la suite. La trahison de Harrison Blake, cet homme dont les actions avaient fait frémir l'entreprise Pierce, serait réglée avec une rapidité et une précision implacables. L'homme apprendrait bientôt ce que chaque génération avant lui avait compris, la famille Pierce ne pardonne jamais, n'oublie jamais, et réclame toujours ce qui lui est dû. Elle rédigea des messages pour son équipe, chaque instruction étant non seulement précise mais sans pitié. Lucy était devenue la reine des glaces, tout comme John l'avait été. Elle se souvint des dernières paroles de son père, un homme que même la mort n'avait pu effacer, « Ils oublieront peut-être qui j'étais, mais ils n'oublieront jamais ce que j'ai fait. » Avec un sourire cruel et déterminé, Lucy se prépara à ajouter un nouveau chapitre à l'héritage Pierce. L'ombre de John, l'homme mort, continuait de guider ses descendants dans l'art immuable de la vengeance. 23 ans s'étaient écoulés depuis la mort de John, mais son héritage restait inaltéré, la loyauté était récompensée, la trahison détruite, et la famille était au-dessus de tout. Dans le quartier financier de Boston, Harrison Blake dormait paisiblement,
inconscient que l'aube apporterait la première vague de destruction. Tommy Russo III et son équipe entamaient leur surveillance à partir du tribunal fédéral. William révisait les stratégies juridiques, et Pierce Security activait les protocoles d'urgence. La machine créée par John était imparable, éternelle, toujours en marche. Dans son cœur battait encore la détermination farouche d'un homme qui avait survécu à la mort et avait appris à ses enfants que la véritable justice ne connaissait aucune limite ni pitié. L'homme mort continuait de marcher à travers ses enfants, ses petits-enfants et tous ceux qui portaient son nom. Son testament vivait toujours, gravé dans les échecs de ceux qui avaient appris trop tard que la trahison a un prix que peu pouvaient comprendre. Et quelque part, entre les rêves et le réveil, John Pierce souriait, satisfait de voir que son héritage vivait toujours. L'héritage continuait. C'est ici que notre histoire prend fin. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran, et à très bientôt. The minor inconvenience ones are actually pretty funny, aren't they? Stop. Yo, honestly, if I'm like mid-fight with a... Ow! Oh my god. Are you guys gonna kill me? Okay. Thankfully it's daytime, so he just burns. Oh! The constant clutter inventory is so funny. Hey look, your chicken has a name. I won't kill this one. I could use his food, but I won't. Here, have my... I was like about to swing and then I just dropped it. Wouldn't that be crazy if he picked it up and killed me with it? God damn, I'm not making it very far, I feel like. I'm gonna get ruined. God. Guys, please. Give me a fucking break. Okay, I do need some wood here. Might be my new favorite version of hardcore. It's pretty cool, huh? I think the worst part about clutter inventory is that it takes your armor off and puts it in your inventory. Very not cool when you're in the middle of a fight. Yeah, we've had a couple chatters spawn wardens on me. We haven't had any withers get spawned yet. This is a very open world, like very flat, grassy plains. So chat, we're coming up on another ad break in just a couple minutes here. This is your friendly reminder to check your CC coins if you've been here for a while. Should be able to re-up on those. Okay, we're gonna need... I guess we're just gonna cook with wood for now. We need some food here pretty soon. Samurai with another purchase. Thank you, my friend. Appreciate that. And just so you guys know, buying the crowd control coins does directly support the stream. Add points. Samurai 229. Thank you, my friend. Appreciate you. And if you don't know what this is, when it says I'm setting someone's mana, we have a loyalty point system called mana. You guys can gamble those away. You can give them to other players. You can use them to make me do fun stuff like feed my cat treats, make me do push-ups, you know, bullshit like that. You can also spend them on song requests when we're doing media requests, and a bunch of other stuff. Most people just like to gamble, like Garfield here, who just lost all of their mana, unfortunately.
There was nothing I could do there, bro. That was on top of me. Hey, GG. Let's add another death to the counter. I did not get very far in that one. Death by gambling distraction, literally. That's a mod only command, Garfield. It's been a rough night. It's been a rough night for me. Okay. The ad is gonna start any second now, so non-subs, rest in peace. Please stick around. There is gonna be a raffle that starts for 1,000 mana. Chat, what are we thinking? Do we do another run? Thoughts? I'm thinking I will go live again tomorrow with some more of this. I'm having fun. Hopefully you guys are too. Yes, another run. You walked away? I don't know why you did that.